L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, j'espère que vous êtes bien reposés après cette rupture du mois d'août qui a été bien fêtrice pour tout le monde, je le souhaite en tous les cas. Comme ça, nous avons le plaisir de redémarrer cette nouvelle saison avec un sujet relativement grave, mais c'est de bon temps par cette conjoncture d'épidémie du choléra. Donc nous sommes un peu dans l'actualité avec les pathologies, mais nous sommes dans la bonne actualité puisque nous sommes dans les réponses qu'on peut apporter aux pathologies. Et du côté des réponses, il se passe des choses. À Alger, nous avons donc le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Karima Achour, présidente de la Société algérienne des maladies idatiques. Bonjour. Bonjour. Et avec elle, aujourd'hui, le professeur Antonio Menezes da Silva, qui est président du jury du Vidéomed Algérie. Professeur, bonjour et bienvenue en Algérie. Bonjour, merci. On expliquera tout à l'heure à nos amis auditeurs ce que c'est le Vidéomed et pourquoi vous êtes en Algérie cette semaine. Alors, il y a en fait 3 actualités qui vont être prises en charge le 6, 7, 8 septembre à Alger. C'est d'abord le deuxième congrès de la société que vous dirigez, professeur Achour, la SAEH. On va en dire un mot aujourd'hui, ce congrès qui se déroulera donc à l'hôtel Horaci. Et par la même occasion, il y aura le concours international de Vidéomed qui se déroule cette année en Algérie. C'est le deuxième événement. Troisième événement, une journée d'études sur la télémédecine, ce qui est une thématique relativement proche des 2 précédentes. Madame, messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, est-ce que c'est pas un peu audacieux de faire 3 événements sur 3 jours à Alger au début du mois de septembre sur des sujets aussi lourds, aussi importants et aussi sur des sujets inédits? C'est pas très lourd puisque c'est en rapport avec les professionnels de la santé. Les professionnels de santé ne font pas qu'une seule chose en général, tel que moi je suis moi-même chirurgienne et je travaille dans cette maladie idatique et j'associe et j'utilise aussi par exemple la télémédecine et la vidéomédecine dans ma pratique quotidienne. Donc on a essayé d'associer ça parce que il fallait réunir aussi plus de 27 sociétés savantes. Trouver donc un moment où on se réunit. Dans l'année, c'est très difficile. Mais en s'associant comme ça nous permet de réunir et de parler des différentes innovations par le Vidéomed, d'abord, qui se passe dans les différentes spécialités. Pour la maladie idatique, il fallait changer le concept de kyste idatique chirurgicale à maladie idatique. D'ailleurs, le choléra qui vient d'arriver maintenant, c'est un peu le même principe comme notre maladie, mais elle, bien sûr, est parasitaire. C'est qu'il ne faut pas simplement traiter le malade qui a le choléra si on ne traite pas la source. Ben pour la maladie idatique, c'est la même chose. Ça ne sert à rien d'opérer si on n'a pas réglé le problème initial, à savoir le problème des animaux et des chiens errants. Alors, de ce côté-là, on ne va pas très vite. Il s'est passé comme quelque chose depuis l'année dernière. Il y a eu le congrès mondial des maladies idatiques, je vais utiliser le concept de maladie, Oui. à Alger, organisé par la Société algérienne, la SAEH. Et à cette occasion-là, il s'est passé quelque chose, il y a eu un progrès. Donc ce deuxième congrès se tient dans quel contexte exactement par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière à Alger? L'année dernière, on a pu le faire, on a ramené le congrès mondial parce que, comme je vous ai dit, il fallait sortir du concept qu'il n'était que chirurgical. Il vient, on le charcute, il repart. Il revient, on le recharcute et il repart, et ainsi de suite pour les patients. Donc il fallait rentrer déjà le concept de médicament. Pour le patient, l'associer à la chirurgie. Donc, on a eu ce gain-là grâce aux autorités. Ça nous a permis maintenant, il existe, il va être à la disposition de nos patients. Et continuer aussi le travail pour éviter que ça ne redevienne une épidémie par la suite. Parce que c'est un vrai réel problème de santé publique. Donc, il y a eu un acquis entre octobre 2017 et septembre 2018. Et cela grâce, bien sûr, à tous les membres internationaux. Il y a eu plus de 150 personnes qui sont venues de différents pays, de différents organismes mondiaux, tels que l'OMS, le WAE, la FAO, dont d'ailleurs le professeur Da Silva oui, alors, était présent. Professeur Da Silva, vous étiez présent au congrès l'année dernière et vous avez noté donc, en marge de cette émission que c'était quand même assez spectaculaire d'avoir réussi à faire fabriquer le médicament en Algérie. Pourquoi c'est aussi important? Oui, c'était l'objectif principal du congrès. Après la divulgation de l'avance le plus grand de la maladie et de la forme de traiter, c'était d'obtenir
un médicament que c'est cher dans un pays où la maladie c'est endémique. Et c'est le but principal. Je pense que c'était une chose fantastique grâce aux personnes qui étaient comment se dit, c'était avec les organisateurs, particulièrement la professeure Karimachou, qui ont obtenu l'autorisation du gouvernement pour faire ça. C'est un avance très très grand. Alors on va profiter de votre présence pour prendre des nouvelles de l'avancée de cette maladie au niveau mondial. On a un peu le sentiment que c'est une maladie de pauvres qui n'intéresse pas beaucoup les grands laboratoires, qui n'intéresse pas en réalité beaucoup aussi les pouvoirs publics des pays les plus riches. L'OMS suit cette maladie de parasito. Hein. C'est comme ça qu'elle se diffuse. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un progrès quand même depuis quelques années ? Est-ce qu'il y a des pays qui réussissent, les plus riches ont réussi à éliminer complètement, à éradiquer cette maladie ? Est-ce qu'il y a de nouveaux succès desquels on peut prendre exemple ? Nous pouvons voir que les pays riches, ils n'ont pas la maladie, mais ils ont des populations, et surtout maintenant dans ce monde global, où nous devons recevoir les migrants. Par exemple, l'Allemagne n'a pas la maladie dans ces gens, mais il y a une communauté turque très grande. Et à la Turquie, la maladie, c'est endémique aussi. Et les pays riches comme les États-Unis, ils n'ont pas cette variante de la maladie, mais et c'est pourquoi peut-être il n'y a pas des grandes avances dans cette matière. Voilà, il y a aussi un point aussi qui est important, s'il faut savoir, c'est que c'est une maladie, c'est vrai, de pauvres, il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'elle vient par les animaux. Vous ne trouverez pas des chiens errants à New York, à Manhattan, en train de circuler. À des douches morades à 6h du matin, vous allez trouver des chiens errants en train de manger dans les poubelles. Donc vous voyez, c'est pas qu'ils soient riches ou pas riches, c'est un problème de discipline. C'est-à-dire que si vous ne traitez pas l'origine, si vous laissez des eaux usées partout, des poubelles partout, des chiens errants partout, il ne faut pas s'étonner à ce que vous ayez des maladies de pauvres. Pourtant, ce n'est pas vraiment considéré comme une grande maladie, un grand fléau de santé publique. On en parle en Algérie, surtout au moment de l'Aïd al-Adha, mais le reste de l'année, on n'a pas le sentiment que c'est un problème, alors que sur le plan du budget et des dépenses publiques, on se rend compte que ça fait appel presque directement et exclusivement à la chirurgie, voilà. Donc c'est lourd. À prendre en charge. Oui, et en plus, c'est des malades qu'on recharcute. J'utilise pas le mot réopérer, parce que réopérer, ça c'est quand on opère des choses qui sont claires. Mais ça, c'est des maladies qui se réattrapent, qui ne sont pas gérées, il n'y a pas de médicaments qui gèrent. Donc, et en plus, à chaque fois qu'on opère, mais qu'il retourne dans sa région où il y a des chiens errants, il peut même se réinfester lui-même, et ses enfants, et sa famille, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'il faut qu'il y ait un vrai problème. D'où l'importance de cette évolution du concept dans votre congrès, ce deuxième congrès qui va se tenir. On est devant une maladie et pas seulement devant un kyste qu'il faut opérer. On cesse de parler de kyste, maintenant on parle de maladie. Voilà, pourquoi ? Parce que, c'est-à-dire, c'est très simple. Nous, quand on fait notre congrès, à chaque fois qu'on fait, il faut ramener un plus. Nous avons décidé de nous occuper en multidisciplinarité, plusieurs spécialités de cette maladie, avec plusieurs ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère éventuellement du Travail. Tout ça rentre dans le même cadre, parce que ceux qui gèrent les abattoirs, ceux qui gèrent les vétérinaires qui le forment, les médecins qui soignent, les chirurgiens aussi. Donc tout ça, c'était dans un cadre commun. Donc à partir de là, il faut savoir gérer cette maladie de A à Z. Comme je vous ai dit pour le choléra, mais on ne va pas faire des cellules d'urgence pour toutes les maladies, ce n'est pas possible. Mais comme je vous ai dit, quand on trouve des chiens errants en pleine douche à 6h du matin, cela n'est pas admissible. C'est inadmissible de trouver ça. Après, on se demande pourquoi est-ce qu'on a des maladies qui apparaissent de part et d'autre. Alors, professeur, je vais faire une transition acrobatique. Est-ce que la question de la maladie idatique a déjà été traitée dans un film et proposée au Vidéomed ? Oui, il y a beaucoup de films sur la maladie idatique. Dans le Vidéomed. Laisse-moi dire seulement ça. Les pays riches, peut-être, ils ne connaissent pas bien la maladie, mais ils ont l'obligation de faire quelque chose pour la maladie. D'accord. Nous savons que les pays où la situation est connue, nous savons plus ou moins les chiffres comme ils sont. Mais aux pays où nous n'avons pas de divulgation, nous n'avons pas de nouvelles sur la situation, nous ne connaissons pas. Aujourd'hui, nous commençons à connaître. Par exemple, au Kazakhstan et à la Chine, à la région plus occidentale de la Chine, il y a presque 20 millions de personnes infectées avec cette parasite. Et c'est un grand problème.
Ah oui, c'est des millions de personnes de par le monde. C'est-à-dire, quand je dis les pays riches, on se met d'accord. Les maladies où il y a cette maladie endémique, vous avez l'Amérique latine, toute l'Amérique latine. Vous avez toute l'Afrique, Maghreb compris. Vous avez l'Asie, vous avez la Turquie bien sûr qui est en train, l'Asie centrale. Donc tout cela, bien sûr, et une partie de l'Europe de l'Est. On voit bien que géographiquement c'est beaucoup lié il reste pas beaucoup de pays riches, aux grandes étendues pastorales où il y a de l'élevage. Donc c'est les grandes étendues de l'Asie, l'Anatolie, j'imagine, et en Afrique aussi, les populations font beaucoup d'élevage et vivent avec les bêtes. C'est le triangle de l'homme, le chien et le mouton. Voilà. Oui. Ce triangle, il y a la maladie. Il y a la maladie. Voilà. Bon, mouton ou bien chameau dans les suds, dans les régions rurales, les zèbres pour d'autres. À la place des chiens, vous avez des lions dans le sud. Vous avez des petits animaux aussi autres. C'est-à-dire qu'en fonction du pays, vous avez les animaux qui sont de la même famille qui changent. Alors, on va peut-être finir avec les maladies didactiques en posant la question par rapport au progrès qu'il y a eu l'année dernière. Le médicament est disponible aujourd'hui, il est disponible où et quelle est exactement sa fonction dans le cycle, dans les séquences de la maladie? Regardez, c'est une maladie que lorsqu'elle arrive chez l'homme, il faut l'enlever par la chirurgie. Mais par contre, il faut la stabiliser par un traitement. Il faut la stabiliser. C'est-à-dire que quand on opère, parce que nous, ce qu'on a peur, c'est l'essaimage. Elle touche un organe, mais peut-être qu'elle touche d'autres organes qui vont réapparaître plusieurs mois, voire plusieurs années par la suite. Donc, il faut qu'il y ait un traitement prophylactique avant l'intervention et après l'intervention. Et il y a bien sûr les cas des patients qui sont multiviscérales, c'est-à-dire sur plusieurs organes qui doivent, eux, prendre un traitement à vie. D'accord. Voilà. Et c'est disponible en officine? Non, actuellement, nous l'avons fait par le laboratoire biogalinique de Constantine. Donc, il est mis en hospitalier. Pourquoi? Pour 2 points. D'abord, pour pouvoir avoir les chiffres de la maladie réellement du terrain et savoir comment le gérer, ce médicament. Parce que chaque médicament a aussi des effets secondaires, on se met d'accord, mais ces effets bénéfiques sont supérieurs, bien sûr. Et donc, c'est surtout dans ces 2 sens-là qu'on l'a mis en hospitalier. Et normalement, tous les hôpitaux vont pouvoir en bénéficier, bien sûr, sur commande, sur prescription du médecin. Alors, professeur Antonio Menezes da Silva, vous êtes le président du jury du Vidéomed Algérie, donc de cette édition de cette année-là. Vous allez nous rappeler un petit peu ce que c'est le Vidéomed et ensuite vous nous direz en quoi l'édition algérienne est spécifique, combien de films vous avez reçus et comment ça va se passer. C'est un honneur pour moi d'être le président. C'est une gentillesse de Madame Karim Achour, m'a mis beaucoup de temps avant. Et le Vidéomed est né à Badajoz, une ville d'Espagne très proche de Portugal. Et je suis dès beaucoup d'années avant, j'intègre le jour international. Le Vidéomed à Alger, c'est une façon de transmettre aux gens scientifiques du pays l'importance qu'il y a le vidéo, l'image pour la formation et pour la divulgation des maladies, concrètement aussi la maladie didactique. C'est un festival ou un concours, comme on dit, où les gens présentent son matériel de recherche. C'est pas un congrès où les organisateurs définissent les thèmes du congrès. Ce sont les intéressés qui envoient ces travaux. Et c'est très important que la première fois qu'il y a organisé un concours comme ça ici, il y a presque 100 vidéos à concours. Et c'est très très important parce qu'il démontre l'intérêt que les gens ont mis dans ce travail et l'intérêt qu'il y a de toutes les écoles, de toutes les universités, de tous les hôpitaux qui ont envoyé les matériels pour divulguer son travail. C'est très, très important que les gens, même dans un hôpital qui c'est très loin, qui peut présenter ce qu'il fait dans sa pratique quotidienne. Oui. Alors, presque 100 vidéos sont contenues en images. Est-ce que vous avez dans le règlement intérieur un cahier des charges? Est-ce que vous visionnez d'abord ces vidéos pour savoir si elles peuvent concourir dans Vidéomed? Dans ce concours, nous voulons que
tout le monde connaît le concours, il peut envoyer ce matériel. Peut-être dans le prochain concours, on une barrière à l'entrée. Sélection. Mais pour le premier, non. Mais il y a besoin de voir les images pour savoir à quelle catégorie on va mettre les... Justement, à propos des catégories, les films ne sont pas nécessairement concurrents dans des catégories. Il peut y avoir des films de nature différente. Oui. Énormément. On a plus de 30 catégories, médicaux, chirurgicales, journalistiques, médias, tout ce qui a trait à la médecine, tout ce qui a trait à la santé, même pas à la médecine, avec biologistes. Oui. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment réunir toute cette famille, on va dire, de la santé. La santé ne sert pas simplement à porter une blouse et un stéthoscope. Le journaliste de la santé qui, lui, fait des reportages sur la santé, sur des différents appels, c'est-à-dire tout ce qui est le sportif qui s'intéresse à cela, l'infirmier qui travaille aussi avec le médecin, tout cela, nous, on appelle ça toute la famille de la santé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse se réunir avec les différentes spécialités. Ce concours a réuni plus de 27 sociétés algériennes savantes. Donc, vous imaginez, c'est la première fois que ça arrive, qu'on puisse le faire, où chacun ramène son travail. Maintenant que c'est un travail fait par le plus ancien ou le moins ancien, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'implication à cela. Alors, c'est toute l'équipe qui vient. Alors, le type de film, on va dire, le modèle de film qui concourt, peut-être qui a le prix, hein, c'est quel type de film? C'est un film qui montre une innovation, ou c'est un film qui montre une nouvelle difficulté, ou c'est un film plutôt un reportage sur le vécu? Il y a différentes catégories. Il y a des films qui montrent la forme de faire quelque chose. Ce sont les films d'enseignement. Ils montrent comment on doit faire. Par exemple, une geste très simple comme laver les mains. Les chirurgiens, comme on doit le faire. C'est une forme d'enseigner. Il y a des films de recherche, très importants pour quelques matières, pour quelques maladies. Et aussi les films qui montrent la forme de travailler de les différentes équipes aux différents hôpitaux. Les chirurgies, de laboratoire, de médecine, etc., etc. De radiologie, par exemple. Voilà. Mais l'évaluation, je pense que tu voulais dire une évaluation. L'évaluation, on a des critères. On a des critères de qualité. Minimum quand même que l'image soit bonne. Quelle est l'idée rapportée? C'est sur ça qu'on note. On ne va pas noter comme si c'était un film. Il ne va pas passer aux Oscars. C'est un côté médical. Nous, ce qui nous intéresse, si l'idée est excellente, même l'image, s'il n'est pas bonne, c'est quel message qu'il a fait et quels sont les moyens qu'il a utilisés. Il ne faut pas que ce soit des trucs extraordinaires. Voilà, et c'est à partir de certaines données de base, puisque nous sommes en médecine, nous avons des codes, c'est sur cela que nous notons pour dire si cette personne mérite le premier prix, le deuxième ou le troisième, ou bien simplement il a participé, nous espérons que dans le prochain concours, il fera encore mieux. Alors ça se passe comment concrètement? Ça va se passer à l'Hôtel Horaci. Est-ce que vous diffusez tous les films, ou est-ce que vous diffusez ceux que vous allez plutôt récompenser? Les présents au festival assistent à quoi exactement? À tout. Donc tous les films vont être postés. Vous savez, on a plus d'une trentaine de membres du jury qui vont être répartis sur 2 salles, puisqu'il y aura 2 jours, et le 6 et le 7. Ils vont être répartis sur 2 salles, et tous les films qui doivent concourir vont être visionnés, ils vont être jugés sur ces 30 personnes de différentes spécialités. Il y a même des journalistes qui seront dedans, dans ce jury, pour diffuser un petit peu l'information. Et sur ces critères-là, après, il y a le monsieur Joaquin González qui doit venir, c'est lui qui est l'administrateur du Vidéomed International, qui va récupérer toutes les fiches de ses membres du jury, et l'analyse va se faire sur une délibération commune entre tous ses membres, pour qu'il n'y ait pas de faux, on va dire usage de faux. C'est-à-dire que c'est à partir de ces données-là qu'on va voir quel est le film qui a envoyé un message qui nous a un peu émus. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui stimule les gens qui envoient des films? Qu'est-ce qui les incite à envoyer leurs films? Est-ce qu'il y a une récompense, une dotation importante, ou c'est juste le titre d'avoir été primé par Vidéomed? En médecine et tout ce qui concerne, c'est pour nous, l'argent n'a pas de valeur dans le sens que nous le posons. C'est-à-dire qu'avoir une attestation honorifique signée par le président da Silva et par et par Andrés Bas, elle n'a pas de prix. Voilà. Donc bien sûr, et vous avez bien sûr la statuette voire le modèle qu'on va donner, c'est qu'on prime bien sûr le premier. Professeur da Silva, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, une autre chose importante, c'est que tous les vidéos qui sont envoyées, ils vont rester dans une vidéothèque de l'hôpital où travaille Madame Machour, et quelqu'un peut voir et peut savoir ce qui s'est passé. C'est une bonne forme de
Voilà. voir cette. Voilà, ça cette reste comme une présentation. bibliothèque. On va faire, c'est-à-dire que ça se fait une C'est une bibliothèque. bibliothèque. Ah oui, parce que quand on a fait ce congrès, on est régi par les lois du Vidéomède international. Oui, La il y a un cahier des confidentialité. charges. Ah oui, Ouais. ça reste Il toujours faut que ça soit médical. inédit, qu'on n'ait pas déjà vu sur YouTube ce Ah qui non, va non, être non, projeté. voilà. Il ne faut pas que ça soit Non, il ne déjà faut pas vu. qu'il ait concouru. Non, il ne faut pas qu'il ait concouru, c'est Ah. tout. C'est le concours qui nous intéresse. Parce que D'accord. les gens peuvent passer leurs vidéos, surtout les plus jeunes, on va dire. D'accord. Mais très souvent, les médecins ne diffusent pas. On va dire c'est surtout les plus jeunes. D'accord. Voilà. Il y a des Surtout- films algériens dans les 89 films envoyés. Ah oui, la Tous. plupart. Voilà. D'accord. Parce que j'ai noté que c'était quand même un concours international. C'est essentiellement le jury. Pourquoi on ne l'a pas ouvert à l'international? On n'a pas. Quand je dis D'accord. international, c'est surtout lui donner le jury international et les bases de l'international, mais on ne l'a pas ouvert au concours parce que le concours international va se faire dans 2 mois à Badajoz, où tout le monde, on va tous se réunir. D'accord. Mais sinon, ça aurait été très difficile de gérer. On a Mais commencé une oui. expérience, mais c'est un international. Tout le monde peut concourir puisqu'on a eu une qui est arrivée d'Espagne. On a eu une communication, mais on n'a pas fait divulguer l'information parce qu'on voulait que ça soit d'abord local, que les gens comprennent. Peut-être que l'année prochaine, on l'ouvrira international, mais il faut d'abord que les nôtres comprennent réellement comment le faire pour comme ça, ils aient leur chance avec les internationaux. Alors, il y a enfin la journée d'études sur la télémédecine. La télémédecine, un véritable enjeu technologique de l'avancée de la pratique de la médecine. Alors là, par contre, ce sont essentiellement des experts étrangers qui vont intervenir et qui vont restituer leur expérience de l'utilisation de la télémédecine dans leur vie de praticien. Vous allez me dire que peut-être c'était très ambitieux de notre part de vouloir faire 3 éléments en même temps. Mais on a profité. C'est-à-dire c'était une opportunité qui s'était présentée, à savoir que le président Andrés Bass est président de l'International de Vidéomède, mais aussi de la télémédecine. Donc, comme il y avait des experts francophones, pour la plupart, dans ce truc, c'est eux aussi qu'ils venaient pour le Vidéomède, ils sont dans le jury, on en a profité pour qu'ils nous montrent l'expérience, telle que l'Argentine, l'Espagne, le Costa Rica, La Chine. Voilà, la Chine aussi. Grand continent. Voilà, grand continent de télémédecine. Donc, à partir de là, on en a profité pour nous faire un petit constat. Qu'en est-il réellement en Algérie? On a du matériel. On le sait, puisqu'on l'avait vu, on le voit dans les hôpitaux et dans les universités. Mais la réalité du terrain, quel est vraiment le réel bénéfice et pour le patient et pour les médecins en visioconférence et pour les étudiants en médecine eux-mêmes. Donc nous le verrons le jour J, puisque nous avons décidé de le faire en multiplex avec 2 universités et 2 hôpitaux de l'intérieur du pays. Et on verra. Et on va essayer de faire ça avec la Chine, mais on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Mais ça ne vient... Alors le réel bénéfice de la télémédecine, professeur, il est évident. Cela permet maintenant d'avoir des diagnostics à distance, d'échanger des avis d'experts, d'éviter de transporter les patients quand ce n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, c'est un véritable progrès pour les médecins et pour les patients. C'est très important parce qu'on peut prendre des décisions au moment, pour une part. D'autre part, le patient n'a pas besoin de marcher à un autre lieu. Et les choses peuvent être définies et décidées à distance. Pour dire seulement sur le métier avant, de la Chine, la représentation sont de 2 régions différentes. De Shanghai, c'est une région est, et de la région autonome de Xinjiang, c'est la plus occidentale, que c'est l'hôpital, c'est l'hôpital de Xinjiang de Urumqi, qui a une dimension de 1 200 000 km². C'est très, très grand. C'est très grand, oui. Et c'est pourquoi c'est très important, dans un pays comme Algérie, que c'est un pays le plus grand d'Afrique, de pouvoir obtenir d'informations d'autres pays avec expérience. Voilà. Parce que le but, c'est pas de parler d'un sujet pour dire oui que tout va bien ou que dans leur pays, ils vont ramener leur expérience et leur expertise. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a poché. Nous, il faut qu'on puisse le faire. Tout à l'heure, quelqu'un m'avait dit, c'est peut-être une chose pour les riches. Eh bien non, c'est pas un truc pour les riches. Au contraire, c'est fait pour nous. Nous avons beaucoup de moyens, il faut le dire. Certes, je l'avoue, on a des moyens, mais on ne sait pas les utiliser correctement. Vous pouvez dire qu'on a un nombre quand même pas mal d'hôpitaux et d'universités qui ont de la télémédecine. Mais vous savez, elles sont tout le temps fermées. Pour aller des fois les utiliser, il faut dépoussiérer l'appareillage. Il faut trouver le technicien. Il faut prendre contact avec l'autre université. Infernal. C'est un labyrinthe, puisque là, ça fait 2 mois qu'on est avec mon technicien, avec mon informaticien, pour qu'on puisse faire ce multiplex avec 4 wilayas. C'était galère. Mais c'est vrai que vous allez me dire que c'était le mois d'août et qu'on a fait notre... Mais le mois d'août, il y a des malades qui meurent.
Donc en médecine, il n'y a pas de mois d'août, il n'y a pas de décembre, il n'y a pas de janvier. C'est-à-dire que pour nous, il y a du travail à faire. Voilà ce qui nous intéresse, mais simplement utiliser réellement. Certes, peut-être qu'en Nord, on trouve une solution, mais dans le Sud, des gens meurent aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples positifs quand même en Algérie, par exemple, dans le corporate avec des grandes entreprises? Je pense à Sonatrach, par exemple. Oui, par exemple, maintenant, comme je vous ai dit, dans la télémédecine, il y a d'abord différents paliers. Vous avez la visioconférence, vous avez la télémédecine en elle-même, qui est le soin, c'est-à-dire les diagnostics. Maintenant, il y a des cabines où quand la personne rentre, elle sort avec une ordonnance. Vous avez, pour prendre la tension, vous pouvez faire un ECG, vous pouvez faire une radiographie, vous pouvez mettre votre appareil dans l'oreille, vous pouvez... Donc, le patient... Mais ça, c'est une solution plus digitale que télévisuelle. Hein. Si. On est déjà dans le coup d'après. Non, mais le médecin voit le patient en même temps. Il le voit. Il lui pose des questions et il lui demande, il lui fait son examen clinique. Mais il ne le palpe pas, certes. Voilà. Il n'a pas affaire à un robot pour le moment. Hein. Pas du tout. C'est un médecin qui est en face. C'est des solutions pour nous qui sont c'est le plus grand pays d'Afrique et nous avons des expertises qui sont très bien au niveau du Nord et même outre-mer, on va dire, avec des gens comme le docteur Tonemanes ou dans d'autres domaines aussi. Il faut qu'on les utilise. Au contraire, c'est pas, je dirais, les moyens de riches. Au contraire, c'est pour les moyens de pauvres. Parce que les moyens de riches n'utilisent pas la télémédecine, ils ont déjà leur centre de référence dans toutes les régions du pays. Ils n'en ont pas besoin. Voilà, ils n'en ont pas besoin. Vous ne pouvez pas dire aux États-Unis de parler la télémédecine. Ça n'existe pas chez eux. Ça n'existe pas, parce qu'ils ont des centres de référence partout. Mais par contre, nous, vous avez vu un petit peu, je reviendrai simplement sur la grève un peu de nos résidents sûr. Qui ont duré 8 mois. Qui risquent de redémarrer à la rentrée. Qui risquent de redémarrer, mais parce qu'il faut voir la galère. Il faut voir la galère qu'ils vivent quand ils sont dans ces régions. Ils sont certes experts eux-mêmes, mais il leur faut aussi un centre d'expertise, une équipe avec eux. Sinon, ils ne pourront rien faire. C'est comme si vous avez un doigt dans chaque main. Vous pouvez applaudir ? Vous ne pouvez rien faire. Il faut que vous ayez les 10 doigts pour pouvoir le faire. Et donc, nous, c'était le point. On a profité de ces experts qui étaient là pour parler de la télémédecine. On va avoir multiplex. J'espère que ça va marcher. Et si ça devait capoter, pourquoi ça capoterait le jour J ? On va quand même souhaiter que ça ne capote pas et que les autorités prennent en charge cette évolution qui est tout à fait indispensable, qui est celle de la télémédecine. On va vous souhaiter bon vent, bon succès à vos travaux. Donc, le 6, 7, 8 septembre prochain à l'hôtel Horaci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, professeur Achour, professeur Da Silva, et bon vent. On vous remercie aussi. Hein. Merci. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce à notre sponsor Amana Assurance. La protection du capital humain choisie par les entreprises leaders algériennes. www.amana.dz. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.